Bonjour à tous, donc on va déjà se présenter. Moi je m'appelle Guillaume Montandon, je suis responsable du pôle ingénierie numérique au sein d'une business line du groupe Aegis. Donc on a 3 business lines, il y en a une qui s'appelle énergie et ville durable. Donc c'est dans celle-là que Baptiste et moi on est. Et puis je pilote aussi du coup ce qu'on a appelé l'initiative ARVR pour le groupe Aegis. Bonjour, moi c'est Baptiste Michaud, je suis BIM-manager chez Aegis et maintenant je suis aussi référent VR depuis 1 an et demi. Donc on va vous parler de notre retour d'expérience sur le déploiement de la RVR chez Aegis. Ah, très bien. Donc ça a commencé il y a à peu près 3 ans. Donc le groupe Aegis a lancé une nouvelle dynamique de transformation digitale, donc un grand projet de transformation digitale. Il y a eu tout un travail d'identification de ce qu'on a appelé des initiatives. On est parti d'une centaine, on a réduit pour prioriser et arriver à 14 initiatives, dont une qui était sur la démocratisation de l'usage de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, on va quand même vous dire 2 mots sur Aegis si jamais ça ne parle pas à tout le monde. Donc on est un groupe français initialement, mais international, de environ 20 000 personnes. On est beaucoup dans le domaine de l'ingénierie, mais on est aussi un exploitant. Donc on a ces 2 casquettes-là, ce qui est assez intéressant pour avoir une compréhension complète du cycle de vie de nos projets et de nos produits. Et on intervient dans plusieurs domaines qui sont le domaine des transports avec le rail, la route et d'autres, des ponts et des choses comme ça, dans le domaine du bâtiment et puis dans le domaine de l'énergie et de l'eau. Donc vous voyez, une partie de notre chiffre d'affaires est en France, mais on a une grosse partie maintenant qui est aussi internationale. On est présent dans 100 pays dans le monde. Et comme je disais, on est aussi exploitant dans les domaines de la route et des aéroports et depuis pas longtemps de métro. Donc ça vous donne un peu une idée un peu de qui on est. Donc maintenant je vais vous présenter un peu la démarche qu'on a eue chez Aegis pour l'initiative ARVR. Donc en Q3 de l'année 2022, il y a eu une structuration d'une équipe. On a regroupé une dizaine de personnes venant de différents métiers d'Aegis. Et nous avons défini donc des objectifs, un planning et un budget. En Q4 de l'année 2022, nous avons priorisé des cas d'usage. Donc on est parti de différents cas d'usage et on en a récupéré 2. Donc voilà. Ensuite, en l'année 2023, nous avons lancé le benchmark. Donc il a duré toute l'année 2023. Donc en fonction de ces 2 cas d'usage sélectionnés, nous avons ciblé une grande partie des softs qui existent au niveau de l'AR et de la VR. Et ensuite, sur l'année 2024, donc c'est là où nous avons déployé sur projet l'ensemble, sur un grand nombre de projets, nos cas d'usage. Et nous avons aussi également identifié un nouveau cas d'usage, puisque les 2 premiers étaient vraiment très centrés sur la BL ingénierie, sur les BL ingénierie. Et le 3e cas d'usage sera plus centré sur la BL exploitation. Donc on vous en dira un peu plus après. Sur l'année 2025, donc, il y a un accompagnement accru au niveau des projets pour sensibiliser encore plus les projets et les équipes sur l'AR et la VR. Et nous allons aussi étendre notre périmètre à l'international. Alors les cas d'usage qu'on a identifiés quand on s'est réunis au début avec l'équipe, donc on avait une équipe d'une dizaine de personnes, comme l'a dit Baptiste, qui représentait l'ensemble des métiers du groupe. Et voilà les cas d'usage auxquels on a pensé quand on pensait à la RVR. Donc le premier, c'était la revue de conception collaborative. Il y avait ensuite la notion de conception immersive, puis la supervision chantier, superposer le tel que construit et le tel que conçu, pour identifier d'éventuels écarts. Des modes opératoires augmentés, d'expertise à distance, et puis enfin aspect marketing, communication et puis formation. Et donc on s'est réunis et on a essayé de trouver les cas d'usage qui allaient concerner le plus de monde chez nous et puis chez nos clients aussi. Et donc ça nous a amené à ces 2 choix-là qui sont la revue de conception collaborative et la supervision chantier. Donc ça c'était ce sur quoi on s'est concentré en 2023-2024 et
Pour la suite, comme Baptiste le disait, on a cherché un cas d'usage plus orienté exploitation. Et donc là, on va se concentrer sur l'aspect formation, probablement plus en réalité virtuelle, mais il peut y avoir aussi la réalité augmentée. Et on va détailler un peu ça, donc les deux cas d'usage qu'on a sélectionnés, et puis on va vous expliquer un petit peu aussi après, maintenant on va vous expliquer un peu aussi les questions qu'on s'est posées, les problèmes qu'on a pu rencontrer et les questions qu'on s'est posées. Sur la partie hardware, du coup, quand on a qu'on a réfléchi à se dire, bon ok, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel pour faire des revues de conception collaborative, on s'est demandé de combien d'utilisateurs on parlait par revue, et puis globalement au sein du groupe. La localisation des personnes, est-ce qu'on allait être tous à un même endroit ou est-ce qu'on devait être en multisite? La notion de fréquence d'utilisation, est-ce qu'on parlait d'une utilisation quotidienne, hebdo, mensuelle, etc. Le temps d'utilisation, en fonction des hardware, on a je ne sais pas si c'est le bon terme, une endurance. On tient plus ou moins longtemps dans un casque ou dans différents systèmes. Donc ça, c'était aussi un élément important. Le temps d'installation des utilisateurs, est-ce qu'on peut avoir ces 5 ou 10 minutes pour mettre le casque sur la tête d'une personne, lui expliquer les premiers gestes, ou est-ce qu'il faut qu'on soit en mesure de faire démarrer tout le monde en moins d'une minute si on a 10 personnes? Donc ça, c'est aussi une question qu'on s'est posée. Et puis, le niveau d'interaction entre les utilisateurs, l'aspect collaboratif. Comment est-ce qu'ils doivent interagir et pouvoir discuter entre eux. Et puis enfin, un dernier point, c'est le prix. Donc pour la partie software, on avait le choix entre soit un développement interne, soit prendre une solution existante sur le marché. Donc pour cette deuxième partie, on avait quand même des critères assez précis, surtout au niveau de l'interopérabilité. Donc on a plein de formats chez Egis, on a plein de logiciels qu'on utilise avec des formats natifs, des formats d'export. Donc on avait un point assez important sur l'interopérabilité. Ensuite on a la fonctionnalité, on a le géoréférencement. Forcément toutes les maquettes, une grande partie des maquettes de bâtiments sont géoréférencées, donc chose que les logiciels de VR ne prennent pas forcément en compte. Et ensuite c'est la gestion des maquettes volumineuses. On est chez bâtiment ou autre, ou industrie ou énergie, et on a des maquettes qui contiennent énormément d'occurrences et qui font des très très grosses maquettes. Ensuite, on a pris un point assez important, c'est l'intérêt de l'éditeur pour adresser les marchés d'Egis, donc pour comprendre un peu les marchés et nous accompagner dans le futur. Et enfin, c'est effectivement le prix de la solution et le coût associé au déploiement de cette solution. Je rebondis sur l'avant-dernier point parce qu'en fait, on a fait le constat, nous, que les domaines dans lesquels on est, il y a finalement assez peu de maturité sur les notions d'AR/VR. C'est assez peu déployé dans le monde du bâtiment et des transports, etc. Bon, on le voit, hein, ça vient beaucoup du monde de l'automobile, de l'aéronautique et tout ça. Et donc ça aussi, c'était un point vraiment important, c'était de trouver des partenaires qui avaient envie de défricher un peu des nouveaux terrains avec nous. Et ce que ça impliquait en termes de format, en termes d'interopérabilité, ça a été vraiment, Baptiste l'a dit, un des critères très importants. C'est que voilà, on a des tonnes de formats de fichiers, des tonnes de logiciels sources qu'on utilise nous ou qu'on récupère d'autres ingénieries ou d'autres partenaires. Donc ça change, je pense, c'était un des éléments qui changeait pas mal par rapport à d'autres industries un peu plus mono format, on va dire. Sur la supervision chantier, on s'est aussi posé des questions, elles se ressemblent, le nombre d'utilisateurs, la fréquence d'utilisation, le temps d'utilisation. Il y a d'autres choses qui sont un peu propres à la réalité augmentée, comme l'interface clavier. Est-ce que l'utilisateur doit pouvoir taper sur un clavier? Est-ce que c'est un clavier virtuel? Est-ce que c'est un clavier tactile? Des choses comme ça. L'aspect collaboratif, est-ce qu'on doit pouvoir montrer à son collègue qui est à côté de nous ce qu'on voit, comment on fait? Enfin voilà, il y a tous ces aspects-là très pratiques, on va dire, toutes ces questions-là qu'on s'est posées.
La question de l'environnement, donc là on parle de chantier, donc il y a la notion de poussière, la notion de l'humidité, est-ce qu'on est dehors, est-ce qu'on est en intérieur, est-ce qu'on capte, est-ce qu'il y a de la pluie, est-ce qu'on a des équipements, des EPI, des casques qui peuvent gêner aussi parfois sur certains aspects. La facilité d'utilisation et de prise en main, la robustesse de l'équipement. Encore une fois, on est sur le chantier, ça arrive de faire tomber des équipements, est-ce qu'il est cassé si on le fait tomber une fois. Et puis enfin, encore une fois, toujours le prix. Voilà. Donc pour la partie software, c'est à peu près la même chose que l'autre cas d'usage précédent. Sauf qu'il y a deux critères qui sont nouveaux. Donc ça va être la méthode de calage de la 3D. Donc suivant les softs, on a des méthodes de calage qui sont différentes. Et ensuite, on a le mode offline, qui veut dire qu'on peut aller cheminer dans des gares, des stations souterraines sans avoir besoin d'Internet. Voilà. Ou des installations nucléaires avec des gros murs, par exemple. Donc pour le benchmark, on a commencé donc en 2023. On a répertorié 25 éditeurs, donc AR et VR. Pour affiner cela, on leur a donné un questionnaire, donc avec un peu les questions qu'on a vues précédemment. Et suite à cela, on a donc organisé 10 rencontres, soit directement chez l'éditeur, soit avec nos maquettes sur chantier pour les tester. Ensuite, on a encore affiné en faisant 6 POC, donc de durée variable, soit quelques semaines, soit plusieurs mois. Et en fonction de ça, après de nombreux échanges, on a choisi donc 3 softs. Donc un pour la VR, qui va être compatible avec le casque et compatible avec la valise. Et donc il y aura 2 softs pour la AR. Donc un pour l'intérieur, plutôt orienté bâtiment en gare, et un autre qui va être pour l'extérieur, plutôt pour les projets linéaires. Donc la différence, c'est que pour l'extérieur, il est accompagné d'un GNSS, donc on appelle généralement un GPS, et tous les deux fonctionnent sur des iPads classiques. Donc pour la partie hardware, comme je l'ai dit, au niveau de l'AR, on a du coup des tablettes avec LiDAR plus une antenne GNSS, et pour la partie VR, on va utiliser des casques et une valise VR. Alors, la valise VR, on va quand même en toucher un petit mot parce qu'on a un stand là qui est juste derrière la vitre qu'on partage avec Imagine VR, donc qui est un des acteurs, un des partenaires qu'on a sélectionné et qui propose du coup une valise de ce qu'on appelle un power wall, qui permet de projeter sur un mur et d'être immergé dans une maquette 3D. Et avec des lunettes 3D, un peu comme quand on va au cinéma, on met les lunettes sur le nez et on y est. Donc ça, c'est une des solutions sur laquelle on a atterri, on va dire, par rapport à toutes les questions qu'on s'est posées. On trouvait que c'était le bon compromis, à la fois en termes de facilité d'utilisation pour les personnes. Voilà, quand on leur donne une paire de lunettes, assez naturellement, les gens les mettent sur le nez et on n'a rien besoin de leur expliquer. En termes de collaboration, on se voit, c'est très facile de se parler. En termes d'immersion, c'est moins immersif qu'un casque de réalité virtuelle, mais du coup on continue à pouvoir avoir ses collègues. On peut tenir aussi plus longtemps. Le casque, voilà, en fonction de l'endurance des personnes, c'est 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Dans un Powerwall, ça peut aller au-delà de ça. Et vu que notre cas d'usage, c'était de faire des revues de projet, des revues de conception, c'est des sujets qui peuvent durer plus d'1 heure. Et puis voilà, je ne sais plus si j'ai oublié un critère, mais c'est ce qui nous a amené à choisir cette solution qu'on trouve le bon compromis pour la partie hardware. Et c'est pour ça qu'on est avec eux sur le stand aujourd'hui. Tu voulais rajouter ? Exactement. Et aussi, on peut dire que c'est une solution qui est très mobile. Donc, c'est quelque chose qu'on peut envoyer à l'étranger et qui est facilement transportable. Oui, on peut faire ça chez nous, dans nos bureaux, ou chez nos clients aussi. Il suffit d'avoir un mur blanc et ça s'installe en 5 minutes. Donc ça, c'était vraiment très pratique. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, il y a le son. Mais sinon, vous avez la démo juste derrière, en vrai.
L'enjeu derrière ça était aussi de trouver des partenaires qui étaient du coup des éditeurs de solutions qui étaient compatibles avec ce hardware. Donc ça a été un de nos gros critères aussi dans le choix de l'éditeur qu'on a retenu pour la partie software VR. Et la partie réalité augmentée, donc comme Baptiste vous disait, là on a sélectionné 2 solutions. Une plus à gauche sur la partie à l'intérieur pour des bâtiments et une à droite qui fonctionne plus avec une antenne GNSS et qui capte du coup les satellites et avec une précision de l'ordre du centimètre ou 2-3 centimètres. Et avec ça, du coup, on a pu couvrir l'ensemble des métiers d'Egis, énergie, transport, ville, etc. Pour parler du déploiement, donc, ça a été quelque chose. Au début, on a sensibilisé, on a essayé de se faire connaître au niveau du groupe, puisqu'on est quand même implanté un peu partout en France et à l'international, donc il faut se montrer, il faut se faire connaître. Donc, par le biais de webinaires, de réunions, de grosses réunions mensuelles. Donc après, on a sensibilisé donc les managers et les responsables des antennes des différents lieux. Puis après, on est allé directement sur les équipes projet et sur les chefs de projet. Donc pour vraiment pousser le déploiement, on a choisi d'accompagner les projets de façon assez présente, puisqu'on proposait 5 journées de support pour le déploiement donc de l'AR et de la VR sur leur projet. Et aussi, on présentait une démonstration client chez leurs clients. Mais bien sûr, avant, on faisait une démonstration dans les locaux d'Egis avec toutes les équipes techniques pour qu'ils prennent vraiment possession de la valise ou des outils pour que devant le client, ils se retrouvent à pouvoir manipuler comme si c'est eux qui avaient tout monté. Et pour finir, on a ciblé à la fin, on a des projets qui sont très intéressants. Donc c'est nous qui sommes allés les voir et leur dire que nous voulions déployer l'AR et la VR sur ces projets-là. Comme on l'a vu dans la présentation précédente, c'est là où ça se complique, hein, c'est là où ça devient un peu difficile. Et il faut beaucoup d'énergie, mais on va en reparler après. Et donc nous, là, notre objectif, c'était encore une fois, hein, on s'était pas donné l'objectif d'un déploiement massif dans l'ensemble du groupe. On s'était donné un objectif de démocratiser l'usage de ces technos. Donc on va dire une première phase et de convaincre avec des cas d'usage très opérationnels, de montrer la valeur que ça pouvait apporter, de trouver des projets pertinents, mais aussi moteurs, intéressés. Donc ça nous a demandé quand même beaucoup d'énergie. Pour ça, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on arrive avec tout clé en main. Donc on s'est équipé en termes de hardware et de software. On a acheté le matériel pour aller faire des démos, on a acheté les licences pour aller faire les démos. Et après, l'idée, c'est que c'est les projets, une fois convaincus et embarqués, ou les organisations, les entités, qui devront financer l'achat plus massif d'équipements si besoin ou de logiciels. Alors sur les difficultés rencontrées, le premier, c'est on a un gros a priori de tous nos collègues, clients, etc. C'est que la RVR, c'est vachement sympa, c'est vachement fun, mais justement, c'est vachement fun. Et du coup, ça fait très gadget. Et c'est vraiment très dur de dépasser ça, de convaincre et de faire entrer dans l'esprit des gens que c'est pas juste... on va pas juste faire une petite démo, on va juste faire joujou 5 minutes, mais que ça apporte vraiment de la valeur. Donc ça, c'est vraiment le gros a priori. Celui qui vient avec, c'est aussi l'aspect financier. Les gens pensent que ça coûte très très cher et que ça prend aussi beaucoup de temps à préparer. Par exemple, une session de réalité virtuelle. Donc certes, ça demande un certain investissement, mais une fois qu'on s'est équipé, comme on l'a fait nous en termes d'hardware et de software, pour les projets, ça peut être vraiment très rapide. Hein. C'est-à-dire que très régulièrement, ça nous arrive qu'on a un projet qui nous appelle, qu'on ne connaissait pas, qui nous disent est-ce que tu peux venir nous faire une démo. Alors, la semaine d'après, on peut y être. Et voilà, donc en termes de préparation de ces sessions de réalité virtuelle ou même de supervision chantier,
c'est des choses qu'on peut faire très rapidement. Et une fois le premier investissement fait, à des coûts très très raisonnables, parce qu'après, du coup, c'est plus que nos heures de préparation des sessions qu'on facture en interne ou en externe à nos clients. Donc pour la partie technique, on a rencontré les difficultés qu'on vous a un peu énoncées avant. C'est surtout au niveau du nombre de formats différents chez Egis et la taille des maquettes. On est obligé de rentrer vraiment dans les maquettes, voir ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir les optimiser. Donc chose qu'on ne fait pas forcément avant. Et du coup, c'est vraiment un frein pour les équipes et pour nous aussi, qu'on a dû s'équiper au niveau de soft pour l'optimisation des maquettes. Ensuite, il y a l'aspect l'intérêt pour tout ce qui est 3D, BIM et puis donc AR/VR en fonction des pays. Donc on a pris le parti pris de commencer avec la France. C'était un peu plus facile parce que voilà, l'ensemble des membres de l'équipe étaient en France. Là, c'est un de nos enjeux, c'est de passer à l'international, et on se rend compte, et on n'a pas encore une vision complète, que la maturité en fonction des pays n'est pas la même. Et donc, c'est ce qu'on découvre un petit peu au fur et à mesure. On voit qu'il y a un bon intérêt de partie, par exemple, Moyen-Orient, Amérique du Nord, tout ce qui est Océanie. Il y a d'autres endroits où on arrive à des discussions où les gens sont très motivés, mais nous disent en fait, non, j'ai pas du tout de maquette, j'ai aucune matière, j'ai rien. Et donc, on est assez vite bloqué. Donc pour la partie mise en place sur projet, donc on rencontre des difficultés puisque c'est des cas d'usage qui ne sont pas pris en compte lors de l'établissement de la convention BIM ou du cahier des charges BIM. Donc on arrive en plus, donc les workflows ne sont pas du tout prévus, l'optimisation des maquettes ne sont pas prévues, donc il y a une surcouche à mettre qui peut freiner le chef de projet ou les projeteurs pour faire l'optimisation pour de la VR. Et c'est là où on intervient, on essaie d'intervenir et prendre cette partie chez nous jusqu'au moment où, en fait, dans l'idéal, ce serait dans les conventions BIM ou dans le cahier des charges, il y ait ce cas d'usage VR et optimisation de maquettes pour la visualisation. Et enfin, pour finir en beauté et rejoindre encore peut-être la conclusion de la présentation précédente, le plus dur, c'est la conduite du changement, c'est vraiment... démontrer de la valeur, je me répète un petit peu, mais c'est vraiment le gros enjeu. Ça demande beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup communiquer, beaucoup convaincre, beaucoup de pédagogie, à la fois en interne, mais aussi en externe. Avec nos clients, on a une certaine conviction, c'est qu'en fait, on va réussir à faire monter en maturité nos collègues et en fait un petit peu tout l'écosystème si on arrive aussi à embarquer nos clients. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose à nos clients qui sont en réflexion sur le sujet, de les accompagner au travers de missions de conseil. Voilà, nous, on est passé par là, on a gagné en maturité, on s'est rendu compte d'un certain nombre de difficultés. Et donc aujourd'hui, sur le sujet de la RVR, mais même plus globalement sur les sujets autour du jumeau numérique, du BIM et plein d'autres sujets de l'asset management, c'est un service qu'on propose avec notre double casquette qui est à la fois une expertise digitale et une bonne compréhension des métiers, parce qu'avant tout, on est une ingénierie et un exploitant. Et donc, on propose d'accompagner certains de nos clients, enfin ceux qui ont envie, sur l'appropriation et la démocratisation de ces technologies un peu globales, qui sont souvent d'ailleurs assez interconnectées les unes entre les autres, et avec un côté agnostique, parce que nous, on n'est pas du tout éditeur. Donc on conseillera vraiment ce qu'on pense être le mieux en termes de solutions hardware et software. Voilà, donc on est très intéressé pour échanger avec d'autres parmi vous qui peuvent avoir eu un peu des parcours similaires ou qui se posent des questions. On est toujours preneur pour avoir ces échanges.